Bonjour et bienvenue pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers où l'on parle de sommeil, de nutrition, de santé physique et de santé mentale et comment améliorer ses habitudes pour être en meilleure santé basée sur la science et l'expérience. Je suis Baptiste Asson et je suis un étudiant pour la vie qui partage les choses que j'apprends concernant la santé pour en faire bénéficier le plus grand nombre gratuitement et rapidement. Aujourd'hui, nous allons aborder le sujet de la nutrition et plus particulièrement le sujet de l'adaptation aux graisses ou aux lipides lorsque vous suivez un régime carnivore. On peut souvent penser que le simple fait de suivre un régime carnivore mène tout droit notre corps à s'adapter aux graisses, c'est-à-dire que l'on est en mesure d'utiliser les graisses comme notre source primaire de carburant et d'énergie plutôt que les glucides, lorsque évidemment on suit un autre régime qu'un régime carnivore et notamment, lorsqu'on suit un régime, on va dire normal. On donc, par conséquent, nombreuses sont les personnes qui retirent entièrement les glucides et qui chargent massivement en viande leurs repas en espérant que leur métabolisme change de rapport rapidement. Cependant, la réalité peut être bien différente et au lieu de se sentir plein d'énergie et aiguisé mentalement, voilà, ça, ce sont les 2 des grosses promesses, d'un régime, carnivore. Eh bien, un certain nombre de personnes se retrouvent fatiguées, avec une sorte de brouillard mental et le sentiment d'avoir été, en quelque sorte, trahis par leur régime alimentaire, trahis par ceux qui ont pu leur dire que ce régime alimentaire était absolument, transformatif pour eux et que ça allait, changer leur vie. Cet épisode a donc pour but d'expliquer pourquoi l'adaptation aux graisses ou aux lipides, encore une fois c'est la même chose et j'utiliserai les 2 termes, au cours de cet épisode. Donc, pourquoi l'adaptation aux graisses peut échapper à certaines personnes, comment y remédier et enfin démystifier certaines incompréhensions à propos de l'état de cétose qui est donc cet état dans lequel votre corps utilise, comme, source d'énergie les cétones et non pas, le glucose. Premièrement, connaître vos niveaux de cétones dans votre sang, c'est un bon début. Cela signifie que votre corps décompose les graisses, mais cela n'implique pas que vous êtes complètement adapté aux lipides. Produire des cétones est similaire à l'apprentissage d'un mouvement de base. Maîtriser l'adaptation aux graisses revient à être en mesure d'effectuer une routine de mouvements complexes. Voilà, de réussir un enchaînement de mouvements de base sur donc une longue durée, tout simplement. C'est pas juste maîtriser un mouvement de base, c'est réussir à maîtriser toute une routine de mouvements et qui vient donc à être un peu plus complexe. L'idée fausse, comme quoi la présence de cétones implique l'adaptation aux graisses, vient du désir humain pour les résultats quantifiables. Les tests de cétones peuvent donner un retour presque immédiat, mais ils peuvent aussi occulter la réalité plus complexe des choses. Donc, bien que ce soit un bon début, bien que ce soit un bon indicateur que votre corps est en mesure de décomposer les graisses pour produire des cétones, ça ne veut pas dire que vous les utilisez comme source primaire d'énergie, ça ne veut pas dire que vous êtes entièrement adapté aux graisses. De même, les tests d'urine mesurent l'acétoacétate. Donc, il y a un L apostrophe, donc c'est acétoacétate. Donc, les tests d'urine mesurent cet acétoacétate, un des principaux corps de cétone. Des valeurs élevées peuvent être trompeuses lors de ces tests, indiquant une inefficacité métabolique à la place de la combustion des graisses. Les tests sanguins, quant à eux, avec des compteurs de cétone dans le sang, mesurent donc l'acide bêta-hydroxybutyrique, pardon, je vais y arriver. Donc, les tests sanguins avec les compteurs de cétone, eux, ils mesurent l'acide bêta-hydroxybutyrique ou
BHB, c'est plus simple. Ils offrent une mesure plus précise de l'énergie disponible grâce aux cétones. Néanmoins, les niveaux de BHB fluctuent tout au long de la journée. Ils sont influencés par les repas, le niveau d'hydratation, le niveau d'activité physique, le stress ou encore le sommeil. Donc, une seule mesure ne représente qu'un point de données et non le tableau complet de votre état métabolique. Une authentique adaptation aux lipides constitue un profond changement physiologique où votre corps préfère et excelle dans l'utilisation des graisses comme source d'énergie. Cela implique une augmentation en nombre et en efficacité des mitochondries, les centrales à énergie de vos cellules. Les tissus musculaires deviennent compétents à brûler des graisses, préservant ainsi le glucose et les cétones pour le cerveau et pour d'autres fonctionnalités. Ce qu'il faut savoir, c'est que 80% de votre cerveau préfère utiliser les cétones plutôt que le glucose comme source d'énergie. Il y a certaines zones du cerveau qui n'utilisent que du glucose, mais lorsque vous êtes, et on y reviendra, adapté aux graisses, vous produisez toujours du glucose. Vous le savez, euh, une des choses primaires pour votre corps, c'est justement de gérer le taux de sucre dans votre sang, mais il faut jamais qu'il soit nul, ce taux de sucre, il faut toujours qu'il ait une certaine valeur. Il faut jamais trop ni trop bas, mais quand vous êtes dans l'état de cétose, il y a un phénomène qui s'appelle la euh, euh, néoglycogénèse. Et ce phénomène, eh bien, c'est tout simplement au niveau de votre foie que vous allez être en mesure de produire des molécules de glucose à partir de ce que vous avez disponible. Donc, même si vous êtes en cétose, même si vous ne mangez aucun glucide, vous êtes quand même en mesure de produire du glucose et d'aller donc alimenter ces parties de votre corps ou de votre cerveau qui ont besoin de glucose et qui ont besoin de glucides pour fonctionner. Mais une grande partie de votre corps s'en tirera très très bien avec les cétones. Des indicateurs subjectifs, comme des niveaux d'énergie stable, la clarté mentale ou une endurance améliorée, sont plus fiables que des valeurs numériques la plupart du temps. Ceci traduit l'action de la flexibilité métabolique, votre corps, alimenté efficacement par les graisses, capable d'utiliser d'autres substrats quand cela est nécessaire. Nous allons maintenant aborder le sujet de la taurine. La taurine, c'est un acide aminé contenant du soufre et souvent négligé dans un régime carnivore. Pourtant, cet acide aminé joue un rôle vital dans beaucoup de processus corporels essentiels pour prospérer dans un mode de vie basé sur la viande et riche en lipides. Ceci dit, ça ne veut pas dire qu'il faut que vous buviez à fond de la Red Bull pleine de taurine. Si ça existe encore, j'en sais rien parce que je ne bois que de l'eau. Parce que je ne vois pas pourquoi il faudrait boire autre chose que de l'eau, éventuellement du thé ou du café. Mais sinon, je vois pas pourquoi il y aurait d'autres boissons à incorporer. Bref, ça c'était une petite parenthèse. La taurine, elle est cruciale pour la création et le fonctionnement des acides biliaires, eux-mêmes nécessaires pour la digestion des graisses. Lorsque vous suivez un régime carnivore, une digestion efficace des graisses a besoin d'un approvisionnement robuste en acides biliaires. Un taux insuffisant de taurine peut compromettre la qualité et la quantité des acides biliaires, rendant le traitement des lipides plus difficile. La taurine, elle est essentielle pour la santé mitochondriale, les petites centrales, encore une fois, à énergie de vos cellules, que sont les mitochondries. Les mitochondries, justement, elles convertissent des carburants comme les acides gras en ATP, la monnaie énergétique de vos cellules. Une combustion efficace des graisses demande de nombreuses mitochondries en bonne santé. La taurine protège les mitochondries du stress oxydatif, s'assurant ainsi que ces mitochondries produisent de l'énergie efficacement.
La science et la recherche montrent que la taurine aide à neutraliser des espèces d'oxygène qui endommagent les mitochondries, préservant ainsi l'intégrité de vos mitochondries. Malgré le fait que la viande soit riche en taurine, certaines personnes peuvent tout de même expérimenter une carence de cet acide aminé en suivant un régime carnivore. Les variations génétiques, les niveaux de vitamine B6, la santé intestinale, le stress ou encore l'exercice physique peuvent affecter les niveaux de taurine. Une carence en taurine peut altérer la conjugaison des acides biliaires, impliquant une mauvaise digestion des lipides et une mauvaise absorption. Au niveau cellulaire, un manque de taurine compromet la fonction mitochondriale, réduisant la production d'énergie. Cela peut donc retarder votre flexibilité métabolique, causant de la fatigue, un brouillard mental et un manque de vitalité, symptômes que l'on a évoqués en tout début de cet épisode. Donc la taurine, très très important, c'est un acide aminé essentiel pour le corps humain et plus particulièrement quand vous êtes en régime carnivore, mais même quand vous ne l'êtes pas, c'est très important d'avoir de bons niveaux de taurine et donc, encore une fois, il faut tester, il faut que vous fassiez des prises de sang, etc. pour pouvoir savoir et connaître vos niveaux de taurine et savoir s'ils sont suffisants ou non. Ensuite, la leptine, l'hormone de la satiété, elle communique avec votre cerveau à propos des réserves d'énergie. Une signalisation adéquate de la leptine régule l'appétit et encourage la combustion des graisses. La résistance à la leptine survient quand le cerveau n'est pas capable d'interpréter correctement les signaux envoyés par la leptine, et cette condition fait croire au cerveau que le reste du corps est affamé malgré des réserves de graisse conséquentes. La résistance à la leptine peut gêner donc l'adaptation aux lipides et l'équilibre métabolique général. De surcroît, exposer vos yeux à la lumière naturelle du soleil avant de manger est crucial pour la biologie circadienne. La lumière matinale du soleil synchronise votre horloge corporelle, le noyau suprachiasmatique, NSC. Cet alignement est essentiel pour un bon rythme circadien et pour la bonne libération d'hormones. La lumière matinale aide de plus à sensibiliser les récepteurs de leptine dans l'hypothalamus, améliorant la signalisation de la leptine. Cette calibration quotidienne avec le soleil permet à votre corps de correctement traiter la satiété induite par les messages de la leptine. Vous le savez, et je l'ai répété de nombreuses, innombrables fois, prenez votre lumière naturelle du soleil tous les jours, tous les matins, qu'il fasse beau, qu'il fasse du vent, qu'il y ait des nuages, qu'il pleuve. Sortez, les yeux nus, ne regardez pas directement le soleil, mais si vous êtes en mesure de voir ce qui vous entoure autour de vous sans lumière artificielle, ça veut bien dire que les rayons du soleil éclairent votre environnement et que vous êtes en mesure de les capter. Donc, avant les 11 heures du matin, sortez pendant 5 minutes, 5 à 10 minutes, s'il fait très beau, qu'il n'y a pas de nuages. Et si le ciel est couvert, si le ciel est très sombre, il faudrait plus rester entre 20, 30, peut-être même 40 minutes si c'est vraiment très sombre. Et tout ça avant 11 heures du matin. Et puis ensuite, tout au long de la journée, le plus possible, prendre la lumière du soleil. Vous savez à quel point c'est important. Et je le répète presque à tous les épisodes, qu'ils parlent de sommeil, de santé physique, de nutrition, peu importe, c'est hyper important. En outre, éviter de grignoter entre les repas est une clé pour réinitialiser la sensibilité à la leptine. Le fait de manger fréquemment garde les niveaux d'insuline élevés, ce qui interfère avec la signalisation de la leptine. Des périodes de jeûne, donc des périodes sans manger, permettent de réinitialiser les niveaux d'insuline, améliorant la sensibilité hormonale. Et quand on dit des périodes sans manger, ce sont des périodes de plus de 12 heures sans manger, je précise.
Ne pas grignoter entre les repas active aussi le complexe moteur migrant, essentiel pour la santé intestinale. Un environnement intestinal sain réduit l'inflammation et améliore la régulation hormonale et augmente la sensibilité à la leptine. C'est absolument ce que vous voulez. Personnellement, je l'ai déjà dit, que je ne mangeais plus le soir, notamment. Alors ça m'arrive à certaines occasions, mais c'est très très rare. 95% du temps, je ne mange plus le soir. Et donc, mon dernier repas, c'est le repas du midi. Et maintenant, de plus en plus, notamment avec les cours qui reprennent, et c'est très compliqué de manger 3000 calories en une seule fois et en moins de 2 heures. Donc, de plus en plus, maintenant, je prends un petit déjeuner où je peux manger du fromage et des œufs, par exemple. Et puis, mon repas le midi qui sera constitué majoritairement de viande. Et donc, de la fin de ce repas, donc vers 13 h, 13 h 30, des fois 14 h, pour ce repas du midi, eh bien, à partir de là jusqu'au lendemain matin, 7 h à peu près, eh bien, je ne mange pas, j'ai une période de jeûne et ça, c'est donc ce qu'on a vu, c'est important pour la régulation de la leptine, pour aider notre cerveau à mieux traiter la signalisation de la leptine et pour nous aider à mieux eh bien, gérer notre appétit. C'est ça qui est important. On va voir maintenant un type de jeûne que je ne connaissais pas avant de scripter cet épisode, mais écoutez, c'est toujours intéressant de découvrir de nouvelles choses. Donc ce type de jeûne ça s'appelle le jeûne gras et c'est donc une approche diététique que certaines personnes explorent pour essayer d'accélérer leur voyage vers la cétose ou afin de réussir à passer un plateau pour la perte de poids par exemple. Cela consiste concrètement à suivre un régime alimentaire composé majoritairement de graisses avec très peu de protéines et aucun glucide, en général sur une très courte période. L'idée centrale est de contraindre agressivement votre corps à accélérer sa machinerie de combustion des lipides en restreignant sévèrement toute source alternative de carburant. Beaucoup de personnes suivant ce jeûne gras espèrent un changement métabolique rapide en poussant leur corps à devenir plus adepte à l'utilisation des acides gras pour l'énergie, en créant un état de manque extrême de protéines et de glucides. Cela signifie souvent un régime se composant majoritairement de beurre, d'huile de coco et peut-être de pièces de viande très grasses pour lesquelles les protéines sont à un minimum absolu. Cependant, il est absolument crucial de comprendre que le jeûne gras, il est designé pour être un outil temporaire et non un mode de vie durable sur le long terme, contrairement au régime carnivore. Votre corps, il a des besoins fondamentaux pour un large éventail de nutriments et de vitamines qu'un régime alimentaire composé presque exclusivement de lipides ne peut tout simplement pas fournir, en tout cas sur le long terme. Les protéines, elles fournissent des acides aminés qui sont essentiels et indispensables pour d'innombrables processus physiologiques. Cela inclut réparer et construire des tissus, produire des enzymes et des hormones vitales, et maintenir un système immunitaire robuste. Suivre un régime constitué majoritairement de graisse sur une période trop étendue risque d'entraîner des carences en nutriments et en vitamines, une perte potentielle de masse musculaire et peut mettre beaucoup de stress sur votre santé métabolique en général, entravant en fin de compte votre bien-être sur le long terme et votre adaptation aux graisses au lieu de vous y aider. L'usage approprié du jeûne gras est assez limité et très stratégique et à réserver pour des circonstances très spécifiques et pour quelques jours tout au plus à chaque fois, c'est-à-dire faire un jeûne gras pendant 2 à 5 jours grand maximum. Et encore une fois, il ne faut pas faire cela trop souvent et ne pas utiliser ce jeûne gras comme étant un mode de vie.
Cela peut être utilisé donc par des personnes étant déjà bien acclimatées à un régime cétogène, voire un régime carnivore, et des personnes qui comprennent de ce fait bien leur corps pour réussir à passer un plateau, par exemple, de perte de poids en apportant un nouveau stimulus afin d'encourager des voies d'oxydation des graisses. Une autre application potentielle, bien que peu fréquente, pourrait être de rétablir rapidement un état de cétose profond après avoir un peu dérapé et avoir consommé des glucides plus qu'à l'accoutumée. Le jeûne gras servant donc ici d'un bouton de réinitialisation métabolique rapide. Donc, le jeûne gras, c'est un outil qui est temporaire, c'est un outil que vous pouvez utiliser sur du très court terme, hein, entre 2 et 5 jours, on l'a dit, à chaque fois. Et ça peut vous aider donc, comme on l'a dit, à passer un cap, si vous rendez compte que vous avez, en termes de perte de poids, que vous êtes un peu sur un plateau, que vous arrivez plus trop à perdre, ça peut peut-être vous aider. Ou si vous avez un peu dérapé, comme on l'a dit, même si c'est bien plus rare. Si vous avez un peu dérapé, voilà, il vous arrive enfin, il vous arrivait de remanger des gâteaux et des trucs comme ça. Là, vous pouvez utiliser ça pour essayer de retourner le plus rapidement possible dans un état de cétose complet. On va maintenant aborder le sujet des dangers de la surconsommation de lipides, en tout cas des dangers que ça implique lorsque on n'est pas encore prêt à surconsommer des lipides, lorsque votre corps n'est pas encore prêt pour ça. Une idée qui circule sur certains forums carnivores ou sur certains forums cétogènes, c'est que vous pouvez manger une quantité illimitée de gras jusqu'à être rassasié et que cela va vous permettre de perdre du poids sans le moindre effort pendant que votre corps s'adapte à brûler des graisses. Bien que les graisses provenant de votre alimentation soient la source primaire d'énergie lorsque vous suivez un régime carnivore, l'idée de consommation sans limite peut être trompeuse et même assez problématique. Cela est vrai en particulier lors de la phase initiale de votre transition vers cette nouvelle manière de manger ou si l'un de vos objectifs principaux à côté de l'adaptation aux graisses est de perdre euh, le gras en trop de votre corps. Votre corps, aussi remarquable soit-il, opère toujours avec des principes fondamentaux d'équilibre énergétique. Si votre apport énergétique provenant des lipides dépasse de manière régulière et significative votre dépense énergétique réelle, cette supplémentaire doit être stockée quelque part et souvent en tant que graisse corporelle. Lavoisier l'a très bien dit, rien ne se perd, rien ne se crée, tout se transforme. Et c'est donc vrai dans votre corps aussi. Le challenge principal pour de nombreuses personnes n'est pas simplement la quantité de graisse qu'elles consomment, mais plutôt la capacité actuelle de leur corps à d'oxyder ou de brûler efficacement ces graisses alimentaires pour les besoins énergétiques immédiats. Si vous êtes relativement nouveau au mode de vie carnivore ou si vous luttez encore avec une inflexibilité métabolique sous-jacente, la machinerie cellulaire complexe nécessaire pour une combustion efficace des graisses est sans doute encore dans un processus d'amélioration et d'optimisation. Approvisionner continuellement votre système avec des quantités excessives de graisses alimentaires avant que ces voies métaboliques soient entièrement développées et robustes signifie que votre corps ne pourra simplement pas traiter la charge de carburant entrante de manière adéquate. Cela est similaire à essayer de forcer trop de carburant dans un moteur. Au lieu de fonctionner puissamment, il aura tendance à s'étouffer, à crachoter et à performer inefficacement. Il est vrai qu'une adaptation complète aux graisses signifie un état où votre corps devient très efficace dans l'utilisation à la fois des graisses alimentaires que vous lui donnez et aussi, très important, à l'utilisation des graisses corporelles stockées dans votre corps comme source primaire d'énergie. Si vous bombardez constamment votre corps avec une surabondance de graisses alimentaires,
votre corps, il va avoir très peu d'incitation physiologique ou de besoins métaboliques pour accélérer et mobiliser ses réserves de graisse existantes, puisqu'il en a suffisamment via l'alimentation. Imaginez avoir un garde-manger constamment rempli avec des provisions fraîches et récentes. Vous allez rarement trouver intéressant d'aller chercher des aliments qui sont stockés au fond de votre congélateur pour le long terme et qui sont là depuis des mois. Pour sincèrement encourager votre corps à aller taper dans et brûler ses réserves de graisse, un léger déficit énergétique ou du moins l'évitement d'un surplus significatif de lipides est souvent nécessaire. Au-delà des considérations cruciales que l'on vient de voir concernant l'apport en graisse, un autre point sur lequel de nombreuses personnes rencontrent des difficultés lorsqu'elles suivent un régime carnivore implique la gestion des protéines. Les protéines sont sans aucun doute essentielles, fournissant les acides aminés essentiels en se décomposant, éléments constitutifs pour pratiquement toute structure et fonctionnalité dans votre corps. Néanmoins, consommer une quantité trop importante de protéines, ou plus communément avoir un ratio protéines-graisse trop déséquilibré pour vos besoins individuels uniques et pour votre état métabolique, peut créer des obstacles imprévus sur votre chemin vers l'adaptation complète aux graisses. Beaucoup de personnes, en particulier celles qui viennent du monde du fitness, qui ne jurent souvent que par des repas riches en protéines à tout prix, peuvent tomber dans ce piège par inadvertance, croyant par erreur que plus de protéines est toujours la solution optimale. Un apport trop important en protéines peut interférer avec le processus de néoglucogénèse dont j'ai parlé au début de cet épisode. La néoglucogénèse, c'est la voie métabolique par laquelle votre foie est en mesure de synthétiser du glucose à partir de précurseurs non glucidiques, incluant des acides aminés spécifiques dérivés des protéines que vous mangez. Bien qu'il soit vrai que la néoglucogénèse soit un processus axé sur la demande plutôt qu'un processus directement dicté par un approvisionnement en substrat, pour la plupart des personnes en bonne santé, un afflux conséquent de protéines via l'alimentation fournit un réservoir abondant de ces acides aminés glycogéniques. Pour certaines personnes, en particulier celles qui sont peut-être plus sensibles aux fluctuations des niveaux de glucose dans le sang ou qui ont une résistance à l'insuline sous-jacente, cela peut résulter en une élévation notable ou prolongée des niveaux de glucose dans le sang, ce qui peut par conséquent supprimer la production de cétones et réduire la combustion des graisses. Une autre conséquence importante et souvent négligée de la surconsommation de protéines dans un régime carnivore, en particulier si votre apport en graisse est simultanément insuffisant, eh bien c'est le potentiel pour les problèmes liés à la production et à l'écoulement de la bile. Votre estomac est principalement responsable de la production de l'acide chlorhydrique pour initier la digestion des protéines. Cependant, la digestion et l'absorption des graisses alimentaires reposent grandement sur la bile, comme nous en avons discuté plus tôt dans cet épisode, bile qui est produite par votre foie et qui est stockée et concentrée dans votre vésicule biliaire. Si vos repas sont riches en protéines de manière disproportionnée et relativement pauvres en graisse, ou si le volume de vos repas est régulièrement massif à cause d'un large contenu en protéines, vous ne fournissez sans doute pas les bons signaux pour la sécrétion adéquate de la bile, ou vous pouvez simplement submerger la capacité de votre système digestif à traiter efficacement son contenu avec un apport trop important de protéines. Vous vous êtes engagé dans l'aventure carnivore en cherchant une santé éclatante et la combustion des lipides sans effort. Pourtant, pour beaucoup, le chemin vers la véritable adaptation aux graisses n'est pas aussi simple que de juste manger de la viande à chaque repas. Vous avez peut-être expérimenté la frustration d'un brouillard mental persistant ou d'une fatigue persistante. Cet épisode vous a exposé les obstacles communs qui peuvent vous empêcher d'atteindre cet état métabolique tant convoité.
Nous avons vu pourquoi simplement voir les cétones sur une bandelette réactive ne représente pas le tableau complet. Nous avons découvert l'importance cachée de la taurine pour vos centrales à énergie cellulaire, les mitochondries. Nous avons plongé dans comment votre environnement et vos habitudes influencent la leptine, la gardienne de la perte de poids. Et nous avons abordé les erreurs communes avec le jeûne gras et l'équilibre des macronutriments. Comprendre ces détails complexes est votre premier pas vers une liberté métabolique authentique. Devenir purement adapté aux graisses va bien plus loin que juste supprimer les glucides. Il s'agit d'atteindre un changement métabolique profond où votre corps utilise préférentiellement et efficacement les graisses comme carburant. Nous avons appris que les mesures initiales de cétone sont simplement des panneaux indicateurs, pas la destination elle-même. La vraie magie opère quand vos mitochondries, suralimentées par des nutriments comme la taurine, deviennent des adeptes de l'oxydation des lipides. Nous avons également vu comment les signaux comme la lumière matinale du soleil jouent un rôle crucial dans la réinitialisation hormonale, comme pour la leptine par exemple. Ces éléments manquent souvent à l'appel dans les conseils diététiques conventionnels. Pourtant, ils sont fondamentaux pour la manière dont votre biologie opère et répond au mode de vie carnivore, impactant votre énergie, votre clarté mentale et votre bien-être général. De plus, nous avons examiné comment même des stratégies bien intentionnées comme le jeûne gras peuvent se retourner contre vous si elles sont mal comprises ou mal appliquées. Le jeûne gras est un outil puissant sur le court terme, mais pas un mode de vie durable. De même, l'équilibre entre les protéines et les lipides n'est pas une taille unique convenant à tout le monde, c'est une danse délicate et unique à vos besoins corporels. Manger trop de protéines ou consommer trop de graisse avant que votre corps ne soit prêt peut entraver vos progrès. Le voyage vers la santé optimale en suivant un régime carnivore est un voyage d'apprentissage continu, d'observation soignée des réponses de votre organisme, tout en faisant des ajustements informés en cours de route. Il s'agit de chercher la vitalité durable, pas toujours de chasser les changements rapides et temporaires sur la balance ou sur les bandelettes réactives. Vous allez inévitablement faire des erreurs et on n'apprend jamais mieux qu'en se trompant et voilà, on s'adapte et on change les choses pour essayer de corriger le tir et de se sentir mieux. Ces informations sont là pour vous donner du contrôle, pour vous donner des réponses là où il y avait autrefois de la confusion et de la détresse métabolique. Les principes discutés ici sont faits pour vous aider à résoudre vos problèmes dans votre aventure carnivore et d'enfin débloquer la capacité innée de votre corps à prospérer avec les graisses. Prenez ces idées, expérimentez et écoutez votre corps. Le chemin pour que vous deveniez adapté aux graisses et à votre santé est devant vous. En abordant ces facteurs cruciaux et parfois négligés, vous pouvez bouger au-delà des pièges communs et entrer dans un nouveau niveau d'énergie, de clarté mentale et de santé durable. Continuez à apprendre, appliquez ce que vous apprenez et reprenez votre vitalité. Voilà comment j'aimerais conclure cet épisode en vous donnant le pouvoir, en vous donnant tout simplement le contrôle. C'est un mot très important. Vous avez le contrôle. Vous êtes en mesure de contrôler ce qui va rentrer dans votre bouche et c'est tant mieux. Parce que ce faisant, vous pouvez vous adapter. Vous pouvez adapter les quantités, vous pouvez adapter les proportions entre les macronutriments. Et vous pouvez ainsi faire cette danse très complexe et cette danse qui va vous permettre eh bien, d'aller chercher qu'est-ce qui marche le mieux pour vous, qu'est-ce qui vous permet au final
justement d'aller accrocher euh, cette, euh, cette santé parfaite en quelque sorte pour vous, cette santé optimale. Quelle quantité de protéines, quelle quantité de graisse vous permettent d'avoir les meilleurs résultats sur le plan sportif, d'avoir les meilleurs résultats sur le plan mental et donc d'avoir les meilleurs résultats tout court dans votre vie. C'est à vous d'expérimenter. Je vous donne ici, grâce à ce podcast, de nombreuses méthodes, de nombreuses choses à faire. Voilà, vous pouvez les appliquer si elles vous intéressent, si vous pensez qu'elles peuvent marcher pour vous. Il n'y a pas tout qui marche pour tout le monde, évidemment, ça n'est jamais le cas dans la vie, mais la seule façon de savoir si quelque chose marche pour vous ou non, si quelque chose est adapté à vos besoins et aux besoins de votre corps, c'est tout simplement de tester, d'expérimenter pendant quelques semaines et de simplement se rendre compte, est-ce que ça marche pour vous? Auquel cas, bah, vous pouvez continuer et essayer d'optimiser encore plus. Ou est-ce que ça ne marche pas parce que ça va arriver? Est-ce que ça ne fonctionne pas? Auquel cas, eh bien, vous êtes fixé, vous savez que ça ne marche pas pour vous et que c'est pas de cette manière que vous allez atteindre votre santé optimale. Et c'est très bien comme ça, parce que au moins, vous avez les idées claires. Prenez donc les informations euh, que vous voulez de, de cet épisode et des différents épisodes du podcast qui sont sortis et qui vont sortir. On aura un épisode encore sur la nutrition qui nous parlera de la traque des macronutriments et des calories. Donc, n'hésitez pas bien, à suivre le podcast pour de nouvelles aventures. Merci encore une fois de m'avoir écouté. Merci pour votre intérêt dans la science. Merci pour votre intérêt dans la santé et dans la nutrition, en particulier pour le sujet du jour. Et puis, comme d'habitude, je vous donne rendez-vous, mardi prochain à 18 h pour un nouvel épisode du podcast des 4 piliers. Et sur ce, comme d'habitude, je vous souhaite une excellente journée.